Hortense Sauvard a fondé We Are Makers il y a 10 ans sur une conviction simple. Les organisations qui avancent vite sont celles qui savent fédérer leurs équipes autour d'une vision commune. Elle explique pourquoi l'essor de l'IA, loin de rendre obsolète la stratégie collective, en redéfinit au contraire l'utilité et l'urgence. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, stratégie collective. L'IA obligera l'intelligence humaine à monter d'un cran avec Hortense Sauvard de We Are Makers. Eh bien, je suis avec Hortense Sauvard. Bonjour Hortense, tu es fondatrice et CEO de We Are Makers, une agence de stratégie, marketing et de communication spécialisée dans l'intelligence collective. On s'était déjà rencontrés d'ailleurs il y a quelques années lors d'une conférence et c'est pour ça qu'on est resté en contact et il m'a semblé intéressant de pouvoir prendre ton avis sur cette intelligence collective à une époque où on a tendance à dire que l'intelligence devient artificielle. Donc déjà, dans un premier temps, avant de rentrer sur l'IA, j'aimerais bien que tu me rappelles un peu ce que tu entends par intelligence collective dans ta pratique quotidienne, de quoi il s'agit concrètement, et en quoi c'est réductible ou non à une somme d'intelligence. Intelligence artificielle, intelligence individuelle humaine, intelligence collective. Bon, déjà c'est bien, on sait de quoi on va parler. Non, mais écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Déjà, je suis hyper contente de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec toi. Alors nous concrètement, donc peut-être d'abord quelques infos sur ce qu'on fait chez We Are Makers. Donc effectivement, j'ai fondé We Are Makers il y a 10 ans. Donc quand on s'était rencontrés déjà, on était sur de l'accompagnement B2B. Nous, on a toujours été en mode agence conseil B2B, surtout spécialisé sur les sujets marketing, business, innovation. Et effectivement, on utilise des méthodes d'intelligence collective pour aider les dirigeants, que ce soit des dirigeants marketing, communication, commerce et de temps en temps aussi des DG, des directions générales et des CEO. On les aide en fait notamment sur les sujets de communauté et de transformation. Et dans ces cas-là, on s'est rendu compte en fait, c'était pas prémédité de travailler spécifiquement en intelligence collective. On s'est rendu compte qu'en fait, pour travailler des sujets de collectif, donc que ce soit accompagner une transfo ou monter une communauté qui va délivrer sur un sujet en particulier, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait fédérer le plus rapidement possible pour aligner ces gens autour d'une vision, d'objectifs communs, et que effectivement, il y a quand même des méthodes qui marchent très bien pour aider des gens qui ont des objectifs différents, qui ont des visions différentes, qui ont des expériences différentes, à aller dans un même sens pour que effectivement le bateau avance le plus vite possible dans la meilleure direction possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que on s'appelle We Are Makers. C'est cette idée que avec un collectif de gens qui ont des expériences terrain assez spécifiques, en fait tu peux aller vers une direction positive et productive pour l'entreprise. Et donc, effectivement, on utilise beaucoup les méthodes d'intelligence collective pour faire des ateliers de priorisation, de simplification, d'idéation, d'échelonnage aussi. On fait beaucoup d'ateliers sur la vision, les objectifs, etc. Et donc, on s'appuie sur les têtes qui sont en présence. Donc, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des parties prenantes aussi à l'entreprise, des clients, des fournisseurs, des prestataires, des partenaires. On n'est pas limité uniquement à travailler avec les collaborateurs. Et c'est vrai que c'est amusant parce que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, je dirais, avec le développement massif de l'intelligence artificielle, on se rend compte que déjà chaque individu utilise de plus en plus l'intelligence artificielle avec des outils plus ou moins personnels.
Et puis on se rend compte aussi que collectivement les entreprises ont envie d'accélérer sur leur sujet de productivité parce que elles se rendent bien compte que en fait il y a quand même des nouveaux outils qui permettent d'accélérer certains types de productivité et donc ce serait dommage de passer à côté. Donc effectivement, nous on utilise l'intelligence collective notamment pour implémenter de l'intelligence artificielle. D'accord. C'est amusant. Ouais. C'est amusant. Ouais. Oui, finalement, on a encore besoin des humains, ne serait-ce que pour installer les robots. Mais est-ce que cette IA, justement, l'intelligence artificielle, le mot n'est pas complètement innocent, vient quelque part remettre en cause cette définition de l'intelligence collective? Parce que je suppose qu'il y a aussi des gens qui l'utilisent à l'intérieur de ces sessions. Oui, tout à fait. En fait, je voudrais pas dire des généralités qu'on a déjà beaucoup entendues sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, l'intelligence artificielle, ça reste un robot qui, s'il est bien utilisé, il peut amplifier et faire beaucoup plus rapidement des tâches que l'individu peut faire de son côté. Donc, concrètement, mettre en parallèle intelligence artificielle en face de l'intelligence collective, comme mettre en parallèle l'intelligence artificielle en face de l'intelligence humaine, en fait, ça a rapidement ses limites parce que on se rend compte que les trois vont avoir. En fait, ce qui est amusant, c'est que je trouve que la course derrière l'intelligence artificielle redéfinit un peu l'intelligence humaine et redéfinit également l'impact et l'intérêt de l'intelligence collective. Donc l'intelligence artificielle, en fait, on se rend compte que c'est des outils qui, s'ils ont accès à plein de data qui sont hyper bien structurées, et en fait, et que l'objectif est très clair. Alors, effectivement, je vais pouvoir robotiser un maximum de choses. L'intelligence humaine, en fait, on se rend compte qu'elle est empreinte d'expérience, d'intuition, et que ça reprend une valeur incroyable, justement parce que c'est tout ce que l'intelligence artificielle n'est pas. On peut amplifier en tant qu'être humain, s'appuyer mieux sur ses expériences personnelles, s'appuyer mieux sur son intuition, s'appuyer plus aussi sur les rencontres, les échanges informels, enfin voilà, tout ce qui n'est pas capitalisé dans les datas qui peuvent être à disposition de l'intelligence artificielle. Et puis là où l'intelligence collective apporte quelque chose de vraiment important, c'est que en fait nous on se rend compte que la plupart du temps on ne peut pas mettre en place de l'IA tout simplement parce que dans l'entreprise, les objectifs ne sont pas clairs. En fait, l'IA est géniale quand on a plein de data et qu'on sait exactement comment on veut l'organiser, etc. Mais en fait, la plupart du temps, nous, on se rend compte que en fait, les dirigeants naviguent dans une telle complexité que en fait, les objectifs sont flous ou mal formulés, changent hyper régulièrement. On se rend compte aussi que en fait il y a des équipes qui peuvent être désalignées ou qui peuvent être sur des centres d'intérêt différents ou à inégalité en termes de ressources. Et donc justement mettre des individus ensemble pour mieux préciser une vision, négocier des objectifs, négocier des objectifs au sens se mettre d'accord sur les objectifs prioritaires, échelonner dans le temps plutôt que de se dire ok on va faire tout ça dans les 6 prochains mois alors que c'est impossible. L'échelonnage en fait il est quand même ça reste quand même un sujet qui est intéressant de travailler en collectif et que au final l'intelligence artificielle ne peut pas traiter à notre place quoi. Alors il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis qui me rappelle certains constats qu'on avait fait avec Frédéric Cavazza sur la mise en œuvre justement au niveau corporate de ce genre d'outils. C'est que finalement quelque part c'est très 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 difficile de l'implémenter à un niveau global. Mais finalement, ça se déploie tout seul dans son coin par les utilisateurs qui s'en emparent. Des fois, ça crée quelques soucis de confidentialité d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque part une tentative d'essayer d'orchestrer une mise en musique de cette intelligence artificielle au niveau entreprise et qui finalement c'est un peu une gageure, quoi, parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus facilement individuellement, puisque chaque individu sait ce qu'il doit faire. Lui, il n'a pas de problème pour trouver ses objectifs.
Oui, tout à fait, hein, mais enfin honnêtement, ce que tu dis, c'est hyper important. Chaque entreprise doit organiser sa stratégie d'IA, tout simplement pour des raisons de sécurité et aussi d'accès aux données. Si tu laisses les collaborateurs faire comme ils veulent dans leur coin, ça va être très sympa pour l'expérimentation, mais derrière, on va vite arriver à des limites en termes de scalabilité et en termes de sécurité. Et ce que j'observe, c'est que la révolution un peu de l'IA à laquelle on assiste là et qu'on accompagne en ce moment, en fait, elle ressemble, enfin, elle a les mêmes, elle a un peu les mêmes symptômes que les deux révolutions qu'on a déjà accompagnées dans les 10 dernières années de We Are Makers. La première, c'était quand même la suite de la transformation digitale et aussi le choc et administratif et de vision qu'a apporté toute la tectonique RSE. Donc, en fait, la manière dont les entreprises accompagnent l'IA est un peu capitalisée sur la manière dont ils ont expérimenté justement la RSE et avant ça le digital. Et nous, on se rend bien compte, comme on est spécialisé dans l'accompagnement de l'animation et du développement des communautés, on se rend bien compte que ça reste un phénomène qui peut être exploité de manière hyper performante par justement les collaborateurs au sein de collectifs et de communautés qui vont justement faire grandir des expérimentations. Tu vois, c'est exactement comme ça avec la RSE. T'as peut-être, tu vois, sur une entreprise par exemple de 500 personnes, t'en as peut-être 10 qui sont à fond au début et qui vont pousser les lignes en disant il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est vraiment hyper important, etc. Ouais. Ensuite, potentiellement, il va y avoir un écho au niveau de la direction ou inversement, un visionnaire ou deux visionnaires particuliers au niveau de la direction. Et puis ensuite, du coup, ils vont créer un petit collectif un peu avec des ambassadeurs qui vont expérimenter des choses et qui vont pouvoir les déployer. Et puis ensuite, il va y avoir des groupes métiers, un peu plus par fonctionnalité, par cas d'usage. Et puis ensuite, ça va se déployer progressivement. Donc, en fait, c'est pas nouveau. Ces méthodes de transformation organique appuyées sur les collaborateurs, en fait, elles sont hyper efficaces parce que elles s'appuient sur des convictions personnelles avant même de s'appuyer sur des plans organisationnels, fonctionnels, stratégiques de l'entreprise, quoi. Quelque part, d'ailleurs, ça évoque chez moi des souvenirs de ce que j'ai pu mettre en place autour des médias sociaux chez Orange il y a déjà quelques années. Mais là, je sens quand même dans ce que tu me dis qu'il y a un changement quantique qui oblige, via sa implémentation de l'intelligence artificielle qui se fait quasiment naturellement, à faire monter l'intelligence humaine d'un cran. Donc comment on fait monter l'intelligence humaine d'un cran? C'est pas toujours facile, je suppose. C'est hyper. Alors, je sais pas si c'est vraiment faire monter l'intelligence humaine d'un cran, mais moi, ce que j'observe, et je vais te donner un exemple très précis sur la question des contenus. Ce que j'observe, c'est que c'est plutôt en fait réfléchir à la singularité de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple donc des contenus. Nous, ça fait partie des sujets récurrents qui viennent sur nos projets en lien avec le marketing des communautés. C'est comment t'alimentes en contenu tes plateformes sociales, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Et donc, il y a depuis déjà plusieurs années dans les équipes marketing des enjeux de création de contenu. Donc déjà, avant même l'intelligence artificielle, il fallait produire de plus en plus et de manière assez singulière pour que ta marque soit bien valorisée, que ton entreprise soit bien comprise, que les offres soient claires et spécifiques par rapport à la concurrence. Tout ça dans une image la plus désirable possible. Hein. C'est grosso modo le résumé des enjeux marketing sur ces plateformes. Et donc, on était déjà dans une stratégie de volume puisque les algorithmes de la majorité des plateformes incitaient énormément au volume, c'est-à-dire vraiment à produire, à diffuser le plus possible des contenus. Et là, avec l'intelligence artificielle, en fait, la donne du volume n'en étant plus une,
puisque grâce aux outils posés par l'IA, n'importe quelle équipe, même d'une demi-personne, peut mettre en place une content factory et donc du coup passer à l'échelle un contenu clé, peut le produire fois 10 variables différentes pour 10 plateformes différentes, etc. On voit bien que en fait avec l'IA, c'est plus tant la bataille du volume sur laquelle il faut vraiment aller, puisque ça, voilà, c'est un game que tout le monde a pris. En revanche, les enjeux qui reviennent là de plus en plus, c'est comment, avec cette bataille du contenu en volume, je reste hyper différencié, créatif. Je vais garder un effet de surprise le plus régulièrement possible. Je vais donner du sens à tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que peut faire aujourd'hui un humain avec des qualités de créativité, d'alignement avec le sens de sa marque et de son entreprise, etc., que va difficilement pouvoir faire à l'échelle une IA. Et là, c'est amusant. J'ai vu passer sur le compte d'une marque de luxe, Céline, que tout le monde connaît. Et il y a eu un engouement incroyable sur un post récent. Habituellement, la marque fait 2000, 3000 likes, tu vois, sur ses posts. Et là, il y a eu pratiquement 15 000 likes sur un post où on voit une chaussure qui est absolument magnifique, mais il y a un petit doigt de pied qui sort. Donc forcément, ça, c'est justement l'exemple sans mauvais jeu de mots, du pas de côté que l'humain peut faire, mais que l'IA ne s'autoriserait pas à faire, ou en tout cas pas avec l'autorisation de l'humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus seulement de partager un maximum de jolies photos désirables, etc., ce que va pouvoir scaler l'IA, mais c'est justement d'injecter l'atypique, le curieux, ce qu'on peut appeler communément l'humainement créatif, pour justement reprendre un peu la main sur ces algorithmes qui vont être de plus en plus sévères sur des contenus qui se ressemblent tous, quoi. Alors c'est un sujet passionnant et je dois avouer qui me fait réfléchir sans que j'ai beaucoup d'idées arrêtées sur ce sujet-là. Mais enfin, il y a un monsieur que tout le monde connaît qui s'appelle Alan Turing, qui a écrit un article en 1950 qui s'appelle About Computer Machinery and Intelligence, qui était le document fondateur. Et dans ce document où il réfute catégoriquement toutes les objections quant à la non-créativité des machines. Et il explique que non, en fait, c'est pas vrai. On peut être créatif avec des machines. D'ailleurs, l'humain peut être créatif avec des machines. Il y a des humains qui sont créatifs aussi. J'en ai vu beaucoup qui ne l'étaient pas. La question, c'est qu'est-ce qui fait vraiment notre spécificité, cette créativité? En quoi est-elle différente de la créativité d'une machine qui parfois peut être très surprenante? Je sais pas, j'en ai vu me sortir des poèmes en breton et les traduire en swahili ou en persan. C'est assez fabuleux, en sachant que ces machines n'ont pas appris à faire des poèmes. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a plein d'IA qui aujourd'hui peuvent proposer plein de choses. Elles vont être capables, comme tu dis, tu demandes à une IA de te faire un poème sur ta marque en s'inspirant de Baudelaire. Enfin, il y a pas de souci. Mais moi, c'est pas ça que j'appelle la créativité. Et la créativité, c'est justement le recul, le lâcher prise qui permet de sortir des sentiers battus. C'est ce que la machine ne sait pas faire. D'ailleurs, l'image très forte enfin, c'est une image fausse, mais tu sais, cette image de la page blanche sur laquelle il faut créer quelque chose. Ça serait ça, le défi du créatif, ça serait, t'as une page blanche, fais quelque chose. Honnêtement, aujourd'hui, si tu donnes une page blanche à un robot qui n'a pas été nourri, il va rien en sortir. Donc, moi, je suis pas une technicienne de l'IA, tu vois. Ce que aujourd'hui, c'est que avec les super outils qui sont à notre disposition grâce à l'IA, on peut faire beaucoup de productivité. En revanche, je vois bien que les marques, les entreprises qui arrivent vraiment à se saisir du meilleur de l'IA
C'est pas sur les, enfin, c'est sur les sujets de productivité, mais derrière, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut apporter beaucoup plus de valeur, de sens et de créativité en gardant vraiment de l'humain et de l'humain aussi dans sa dimension collective au centre. Mais comme tu disais très bien tout à l'heure, enfin, ça reste des robots. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Pour moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas automatiser. Et en tout cas, personnellement, que je ne suis pas automatisée, parce que si le matin, quand j'arrive derrière mon ordi, c'est une IA qui me dit tout ce que je dois faire dans la journée, bah, je pense que j'aurais plus tellement envie de bosser. J'aurais plus tellement envie de faire des choses. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un minimum d'éléments d'engagement, tu vois, qui nous prennent par les tripes, pour que dans nos boulots et dans nos entreprises, on ait encore envie de se lever le matin pour aller déplacer des montagnes. Oui, ça c'est un point très important, effectivement. Et peut-être que le terme d'automatisation, d'ailleurs, est un très mauvais terme qu'il faudrait bannir, parce que finalement, c'est peut-être plus la recherche d'un outil d'aide à la créativité qu'il faut avoir, plutôt que quelque chose d'automatisation, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, nous, on utilise, tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand on organise des séquences d'idéation qui sont pas exactement des brainstorming parce que le terme est un peu galvaudé, donc on avait plutôt des séances d'idéation parce qu'il y a des vraies méthodes pour aider les gens à justement sortir des idées. Il faut créer les conditions, hein. C'est pas juste bon les gars, on est là dans la même salle pour sortir des idées. Donc nous, on a vraiment des méthodes qui permettent de rassembler des gens qui soi-disant ne sont pas créatifs, mais qui vont pouvoir sortir plein d'idées, justement au service de la cause définie, que ce soit pour redéfinir une plateforme de marque, pour créer une charte éditoriale ou pour aller conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux clients. De temps en temps, d'ailleurs, on invite des commerciaux, des clients, tu vois, à participer à ces séances. Ce sont pas des gens qu'on invite en se disant qu'ils sont particulièrement créatifs. Ce sont des gens qu'on invite en se disant leurs expériences, leurs usages, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent n'existe pas dans notre database et est essentiel pour pouvoir justement phosphorer sur la stratégie à venir. Et donc, c'est hyper important la diversité d'un groupe dans une séance d'idéation, justement pour les raisons évoquées, parce qu'on va avoir beaucoup de diversité d'idées du coup qui vont être générées. Et ça n'empêche pas les individus qu'on rassemble de temps en temps d'aller questionner leurs propres IA. Aujourd'hui, on est tous outillés, que ce soit sur nos portables, sur nos ordis. Alors nous, on fait attention, parce que le but d'une séance d'idéation, c'est pas que tout le monde se retrouve derrière son ordi à faire bosser son IA plutôt que de travailler soi-même. Mais ça nous arrive de temps en temps d'accepter que chacun puisse compléter ses propres idées en questionnant son IA, etc. Et d'ailleurs, nous, le conseil qu'on donne souvent, c'est ne demandez pas aux IA leurs idées sur un sujet X ou Y, parce qu'en fait, ils vont pas avoir assez de données pour pouvoir vous donner vraiment les meilleures idées. En revanche, demandez à l'IA de questionner la question qui vous est posée, parce qu'en fait, en vous apportant d'autres questions en lien avec la question en cours, ils vont vous permettre à vous de vous donner encore plus d'idées. Oui, c'est intéressant. Un coach qui va challenger la créativité de l'humain plutôt que d'apporter des choses déjà peut-être un peu convenues ou basiques. Parce que encore une fois, une IA qui n'a pas été nourrie avec la tonne de données ne sera pas forcément plus performante que un humain avec une belle expérience et une capacité de réflexion autour de son expérience, quoi. C'est une bonne suggestion que je retiens pour mes élèves. Je leur dis souvent qu'il faut questionner la question, sur du classique de la philosophie. J'avais pas pensé que on pouvait utiliser l'IA pour questionner la question, parce que c'est vrai que de temps en temps, ils ont un peu de mal. Et c'est une bonne idée, parce que ça peut leur justement les aider à aiguiser leur sens critique. Alors, il y a un truc qu'on entend souvent, qui à la fois me fait plaisir et en même temps m'énerve un peu. C'est sur cette place de l'humain par rapport à l'IA. On dit souvent, oui, mais alors, ce qui reste à l'humain, c'est l'émotion. Alors, c'est à la fois bien, parce que l'émotion, c'est quelque chose de positif, de temps en temps, mais ça peut aussi être quelque chose de pas si positif que ça, et qui, parfois, a causé quelques soucis dans l'humanité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et comment tu gères l'émotion, justement, dans un groupe d'intelligence collective?
Alors attends, du coup il y a 2 questions. Je vais commencer par la deuxième, qui est effectivement assez liée à la méthode. Comment on gère l'émotion dans l'intelligence collective? En fait, dans les groupes, je pense que quand tu fais un atelier justement pour faire travailler un groupe autour de la définition d'une vision ou de la présentation des objectifs, en vue de d'écrire des guidelines X ou Y ou un plan d'action X ou Y. Je pense que le meilleur moyen pour que tout le monde soit en bonne condition pour travailler, c'est justement de préciser les règles. Et donc nous, nos facilitateurs qui animent ces groupes, ils vont toujours commencer par ça, en disant voilà, les règles, c'est alors en fonction des thématiques des ateliers, mais les règles, c'est on ne se coupe pas la parole, on s'écoute, on dit sur les idées des autres. Enfin, ça a l'air idiot, mais en fait, c'est des conditions hyper importante pour pouvoir travailler ensemble. Et en fait c'est incroyable, mais ces règles sont rarement rappelées dans les travaux en entreprise. Donc nous, on a des retours dithyrambiques des gens qui travaillent sur les projets que on anime. En fait, aussi tout simplement parce que des conditions de bonne écoute, de définition commune d'objectifs, de priorisation conjointe, en fait toutes ces conditions-là, elles créent la possibilité d'un plan, elles créent la possibilité de ressources. Elles sont fondamentales en fait. Et on se rend compte que pourquoi il y a plein d'entreprises dans lesquelles les plans sont écrits, mais il y a rien qui se met en place et 6 mois après rien n'a bougé, ou les choses ont l'air claires pour les dirigeants, mais du côté des opérationnels, ça n'avance pas. En fait, c'est tout simplement parce que l'écoute, la négociation des objectifs de chacun ou des ressources de chacun n'a pas forcément été respectée. Donc en fait, avant de vouloir prendre en compte les émotions individuelles, la base, c'est quand même d'être à l'écoute des besoins factuels et rationnels de chaque individu, quoi. Et donc j'en reviens à ta première question. Donc ça, c'était la question de comment on gère les émotions dans l'intelligence collective. C'est hyper important. En fait, justement, le but c'est que tout le monde se sente en sécurité, en fait. Par rapport à sa capacité de parler et d'être entendu. L'exemple qui me venait, c'est, tu sais, dans la fièvre des startups, il y avait cette idée que il fallait mettre un baby-foot et il fallait qu'il y ait des super bons trucs à grignoter à la cafette. Ça, c'est très sympa. Mais en fait, la réalité, les fondamentaux pour que les gens soient heureux dans leur travail, c'est d'abord qu'ils sentent que leur travail sert à quelque chose et qu'ils sont écoutés dans leurs contraintes de ressources et dans leurs envies de s'engager sur tel et tel objectif, sur tel et tel projet. Donc en fait, faut pas se tromper de sujet. Et attends, et ta première question, c'était quoi déjà? Ma question justement, c'était ça. C'est est-ce que on dit souvent que ce qui va rester à l'humain, c'est l'émotion. Et moi, j'ai sensation que l'humain a besoin aussi d'être considéré comme un être rationnel, comme tu viens de le dire. Il a des envies, des objectifs. Alors oui, certains, il faut qu'ils se sentent bien, mais il n'est pas complètement non plus uniquement une machine à s'émouvoir, parce que ça serait un peu grave. Puis d'ailleurs, ça fonctionnerait pas forcément très bien. Mais tu vois, non, mais c'est vrai que la plupart des explications autour de l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine vont dans ce sens, c'est-à-dire pour caricaturer, les ingénieurs nous expliquent que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est purement rationnel, orienté sur des datas et avec une définition d'objectifs clairs. Donc en fait, tout simplement, c'est de la robotique. C'est tout ce qui va permettre. L'intelligence artificielle est une robotique qui est capable d'apprendre de ses propres expériences. En fait, c'est quand même là-dessus que ça marche le mieux et qu'a priori, ça va continuer à bien se développer. L'intelligence humaine, effectivement, il lui reste l'émotion, mais tu as utilisé aussi tout à l'heure le terme d'esprit critique. Honnêtement, on n'arrête pas de parler d'esprit critique, notamment vis-à-vis de nos ados qui découvrent l'intelligence de l'adolescence, du futur jeune adulte, en ayant déjà l'intelligence artificielle à sa disposition. Donc, je sais que les parents d'ados sont énormément challengés sur cette question de l'esprit critique, parce que il n'est pas question que ils s'empêchent d'apprendre à apprendre.
parce que ils ont grandi avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, la dynamique de grandir, même nous en tant qu'adultes, avec l'intelligence artificielle, elle est surtout d'entretenir notre esprit critique, notre capacité à prendre du recul, notre capacité à lâcher prise de temps en temps, à faire le constat des ressources. L'intelligence artificielle n'est qu'une ressource parmi d'autres. Donc en fait, je vais reprendre le sujet qu'on travaille le plus chez We Are Makers dans nos projets clients. Ce sont des projets marketing. La plupart du temps, c'est des projets marketing, une nouvelle cible, un nouveau marché, une plateforme de marque, une charte édito, etc. Et honnêtement, bien sûr qu'on va utiliser à plusieurs étapes l'intelligence artificielle pour le contenu, comme on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être pour processer certaines procédures pour aller plus vite, parce que tout le monde souffre du passage de l'arrivée des devis à l'arrivée des demandes clients à l'envoi des devis. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a évidemment plein de choses qui peuvent être robotisées, mais rien ne sera aussi mieux priorisé que par effectivement un groupe d'individus qui est capable d'aligner les objectifs KPI quantitatifs de l'entreprise et la manière dont ils peuvent faire bouger l'utilisation des ressources. Ça sera jamais mieux fait que par un collectif d'individus ou même un individu tout seul. Prioriser, échelonner en fonction des ressources et en fonction des objectifs qui en plus évoluent tout le temps. Parce que ce qu'on a oublié de préciser, c'est que dans notre contexte, la complexité, elle se développe. On a l'impression que ce qu'on appelait complexe il y a 10 ans n'a rien à voir avec ce qu'on appelle complexe aujourd'hui. Une crise remplace l'autre, l'incertitude qui était hier sur des problématiques inflationnistes est aujourd'hui sur des problématiques géopolitique mondiale. Donc en fait, on se rend bien compte que aujourd'hui, des individus bien informés, en capacité de bien prioriser, sont beaucoup plus puissants que des robots qui vont automatiser sur la base de data qui datent déjà un petit peu par rapport à la vitesse d'avancée du monde, quoi. C'est sûr que c'est une de nos caractéristiques, les caractéristiques du management, c'est de gérer avec peu de données l'incertitude. C'est d'ailleurs pas forcément nouveau si j'en crois le regretté Edgar Morin, qui nous a quittés cette semaine. Est-ce qu'il y a une chose que vous refusez catégoriquement de déléguer à l'IA, ou vous dites à vos participants, posez les ordinateurs, posez les téléphones portables, mettez les mains dans les poches. Là, on n'utilise pas du tout les outils informatiques. Ce qui est sûr, c'est que pour les décisions stratégiques, honnêtement, non, faut pas déléguer à l'IA. Parce que pour tout ce qu'on a déjà évoqué, en gros, pour moi, les IA ont déjà prouvé leur capacité, à mieux processer, à robotiser plein de tâches, etc. Et je pense que c'est justement pour ça que nous, notre proposition chez We Are Makers, elle reprend une actualité particulière, tu vois, à l'heure de l'IA. Parce que justement, il y a quand même beaucoup de codir, de comex qui se rendent compte que en fait, si les collaborateurs sont pas hyper engagés dans les décisions, dans les priorités du plan, en fait, il va rien se passer, quoi. Donc, tu pourras pas utiliser tes collaborateurs comme tu utilises tes IA pour processer, etc. D'ailleurs, ce terme utiliser les collaborateurs, c'est une épouvante, quoi. Donc typiquement, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, j'ai relu une étude de McKinsey la semaine dernière qui disait en fait, il y a 70% de leurs recos, donc ils sont payés quand même des millions d'euros, des centaines de millions d'euros en moyenne, pour faire des recommandations sur la base d'analyses hyper poussées, certainement très appuyées quantitativement, etc. Malgré tout, 70% de leurs recos ne sont jamais déployés, alors que les études sont payées, que les slides ont été livrés au COMEX, etc. Et dans les raisons qui reviennent, c'est la plupart du temps, c'est parce que soit les collaborateurs n'étant pas engagés dans ces slides, en fait, ils ont aucune motivation, aucun alignement, tu vois, aucune conviction pour le délivrer. Donc en fait, il se passe rien. Et où en fait la réalité du terrain, les ressources du terrain ne sont pas du tout en ligne
avec ce qui est proposé en termes de déploiement dans les slides. Donc c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que c'est pas nouveau cette question de si on n'engage pas les collaborateurs dans la définition des priorités, des plans, etc. En fait, les entreprises ne voient pas de transformation, ne voient pas d'innovation, ne voient pas d'accélération dans leur mode opératoire. Voilà. Et donc c'est là toute la limite du stage à l'échelle d'intelligence artificielle. Voilà. Si on n'utilise pas bien ces outils-là, de la même manière, on pourra pas avoir l'impact escompté, quoi. Alors, si je voulais me faire l'avocat du diable, ce qui, bien entendu, n'est pas mon cas, mais c'est pour le principe et pour la question, on pourrait regarder ça de deux façons différentes. C'est-à-dire, finalement, ce que tu décris, c'est un classique de la conduite du changement que j'ai pu prouver sur le terrain pendant plusieurs dizaines d'années. Mais on peut voir ça comme un passage obligé, convaincre des gens qui n'ont pas envie de bouger forcément ou pas forcément dans le même sens, pour les convaincre de bouger dans le même sens. D'autres personnes, peut-être un peu moins scrupuleuses, un peu plus énergiques, peut-être un peu moins gentilles, pourraient être tentées de dire mais oui, mais c'est un obstacle au changement. Peut-être que justement une des manières d'accélérer le changement, c'est de supprimer cette résistance au changement. Finalement, le problème, c'est l'humain. Écoute, ça a déjà commencé, hein. T'en vois fleurir partout des entrepreneurs qui te disent j'ai créé ma machine à 1 million, regarde comment je gagne $100,000 par mois en appuyant sur un bouton le lundi matin. Tu sais, t'avais eu aussi la semaine de 4 heures, je crois, c'était ça Ouais. Il y a une douzaine d'années, je crois. À l'époque, j'étais en start-up, donc ça m'amusait de lire ce genre d'ouvrage, mais honnêtement, c'est pas nouveau. Cette idée que en ne faisant plus rien, en automatisant tout, tu peux gagner des millions, ça a toujours été un rêve d'une petite partie de la population. Et effectivement, avec les IA, il y a à nouveau cette ruée vers l'or du j'en fais le moins possible et j'en gagne le plus possible. Non, mais tu vois, et ça c'est pas nouveau. Sûr. Et c'est un discours qui va plaire à plein de gens. Et d'ailleurs, ils le font même pas forcément pour s'émanciper de contraintes humaines, etc. C'est juste parce que c'est le plus court chemin pour eux d'aller vers un gain rapide, facile, etc. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de me mettre du côté des organisations qui, elles, ne vont pas pouvoir passer à un seul collaborateur en 5 secondes et de les aider à justement non pas convaincre, parce que convaincre ça serait une approche top-down, mais plutôt être dans une véritable approche bottom-up en se disant en fait comment mon terrain, les ressources existantes, les expériences de mes collaborateurs peut justement être valorisé de manière à écrire, déployer ensemble le plan qui va faire le succès. Et honnêtement, les 10 dernières années nous ont plutôt donné raison vu les résultats qu'on a eus sur que ce soit les transformations ou les innovations. Tu vois, les terrains qui ont été les plus efficaces là-dessus, c'est par exemple tout ce qui touche à l'entreprise apprenante. Donc comment tu fais au sein de tes collaborateurs, comment tu crées des groupes de sachants sur tel ou tel sujet, de manière à ce qu'ils puissent partager avec d'autres. Et en fait, tu te rends compte que ceux qui étaient labellisés sachants ont partagé, certes, la connaissance qui avait été rationalisée, mais en fait, ils ont aussi énormément appris au contact des gens qu'ils ont à qui ils ont transmis. Voilà, c'est comme, tu vois, moi aujourd'hui, je suis investie dans une association qui s'appelle Réseau Entreprendre. J'étais lauréate quand j'ai créé We Are Makers il y a 10 ans. Je suis devenue membre il y a 4-5 ans, donc j'accompagne des entrepreneurs pour les aider justement à développer leur boîte, à avoir les idées les plus fraîches possibles pour qu'ils prennent les meilleures décisions, etc. Et je me rends compte qu'en fait, techniquement, c'est moi qui donne de mon temps pour les accompagner, mais en fait, j'apprends énormément aussi à leur retour. Donc en fait, et c'est ce que tu touchais du doigt tout à l'heure sur la question du management, un dirigeant aujourd'hui, il ne doit pas uniquement avoir une vision claire
de là où il veut aller pour les 2-3 prochaines années, il doit aussi avoir une capacité d'engagement de ses équipes. Et à chaque type de leadership, sa manière d'aller chercher l'engagement de ses équipes. Et en tout cas, c'est un bon cheval de Troie que de travailler justement collectivement. Oui, ça paraît effectivement une saine recommandation à envoyer à tous les dirigeants qui n'en sont d'ailleurs pas tous là, mais pour ceux qui sont là, qui en retirent certainement beaucoup de bénéfices aussi. Alors, si je faisais un peu de dia-fiction, admettons que dans 5 ans, voilà, je prends pas beaucoup de risques, qu'on ait des agents intelligents beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Certes, ils simulent beaucoup, c'est l'objectif, mais qui simulent très bien. Alors, est-ce que dans 5 ans, justement, avec ces outils extraordinaires, des Claude.ai aux stéroïdes, est-ce que We Are Makers sera une agence qui utilisera l'IA pour mieux faire de l'intelligence collective ou une agence qui se positionne délibérément comme l'alternative humaine à l'IA? Mais je pense que tu peux pas, en 2026, te dire je vais faire une alternative à l'IA. Tu vois, enfin, c'est comme si on avait dit il y a 10 ans je vais faire une alternative au digital. Je te dis ça, on a énormément de clients qui sont dans le retail, qui sont dans l'expérience, qui sont dans l'hospitality. Honnêtement, ça doit être 80% de nos clients. Mais bien sûr que l'enjeu, ça a été de les accompagner dans l'omnicanalité pour revaloriser la partie retail et en même temps amplifier le plus possible les opportunités de la partie digitale. Je pense que l'IA, c'est exactement pareil. En fait, il faut que on les aide à amplifier ce qu'ils peuvent bénéficier, enfin ce à quoi ils peuvent prétendre, processer, gagner en points de productivité et en business en s'appuyant sur l'IA. Et en même temps, il faut qu'on les aide à ne pas passer à côté du sens de leur marque plurielle potentiellement, du sens de l'expérience qu'ils font vivre à leurs clients et de l'impact aussi qu'ils ont avec tout ça. Et ça passera par toujours et encore de l'humain et de la désirabilité. Tu vois, c'est hyper intéressant. Alors, je fais un petit pas de côté, mais tu as utilisé les termes simulé et sous stéroïdes. Donc forcément, ça me fait penser à un terrain de jeu que tu vois arriver gros comme une maison. En fait, et qu'est-ce qui nous fait plus rêver? Une relation extrêmement épanouissante avec notre amoureux ou notre amoureuse, avec du physique, mais aussi du sentimental et de l'humour, ou une relation avec une machine qui va peut-être donner encore plus de plaisir technique, mais sans forcément la globalité de ce qu'on peut avoir dans une expérience humaine. Bah moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire que même dans 5 ans, je favoriserai la première relation plutôt que la deuxième. Mais je te propose qu'on se redonne rendez-vous dans 5 ans. Comme ça, tu me diras. Avec plaisir, on va voir. Il faut se méfier parce que les Japonais font beaucoup de progrès sur les robots. Alors, on ne sait jamais, hein, des fois que tu trouves chaussures à ton pied. Moi, aujourd'hui, ça me fait pas rêver, tu vois. Et voilà, que tous ceux qui ne rêvent pas avec ça viennent regarder ce qu'on fait chez We Are Makers, parce que pour la partie professionnelle, corporate, on peut les aider à optimiser tout de manière 100% on va dire engageante, aussi bien sur la performance que sur l'humain. Pourtant, il y a des chercheurs et des entrepreneurs, Yann Lequin, pour ne pas le citer, qui s'orientent sur la piste, à juste ou à mauvais titre, c'est pas moi de le dire, de la fusion entre les robots et l'intelligence artificielle, peut-être pas générative, parce qu'ils l'aiment pas beaucoup, mais au moins le deep learning. Et je sais pas si c'est un bon avenir qu'on nous prépare là. Bah écoute, toi et moi on est entrepreneurs, on défend des visions. Moi je pense que entreprendre ou même diriger, c'est quand même défendre une vision et essayer de la construire au quotidien. Donc c'est vrai que on se donne rendez-vous dans 5 ans pour voir quelle aura été la réalité de l'évolution de l'IA. Mais moi aujourd'hui,
je veux participer à une construction, tu vois, à une exploitation de la machine pour tout ce qu'elle apporte sur des gains de productivité, de la facilitation du travail au quotidien. Mais je veux pas l'utiliser pour m'enlever ce qui me fait vibrer moi dans mon travail ou dans l'impact que je peux avoir pour mes clients, à savoir tout ce qui va être autour. L'impression d'accomplir quelque chose qui a du sens, qui nous donne envie de nous lever chaque matin. Voilà, moi j'ai envie d'être au service de ça et d'inventer cette partie-là du travail, ce nouveau monde du travail. Donc à chacun de nourrir sa bête. Hein. Bien une bonne conclusion. Merci Hortense. Il reste probablement, et c'est heureux, beaucoup d'espace pour l'humain et l'intelligence collective dans le futur, et on peut s'appuyer un peu sur l'IA, il n'y a pas de problème, mais garder cet esprit critique et cette curiosité qui nous nourrit. Merci à toi. Merci beaucoup Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.